Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir, l'honneur et vraiment ça me touche énormément de recevoir, en ce moment, Julie Meunier, donc qui est la boss de la marque Les Frangines et donc c'est un véritable enchantement que de recevoir Julie sur ce sommet et je vais vous inviter à aller, chercher de l'eau. Parce que c'est toujours bien de s'hydrater quand on reçoit des informations. L'eau aussi permet de faire circuler les informations et l'énergie. Je vais vous inviter également à aller prendre un carnet si vous voulez faire des gribouillages pendant cette interview pour favoriser votre créativité ou si vous avez envie de prendre des notes sur ce que Julie va nous partager. Et je vous souhaite donc un excellent moment avec Julie. Donc Julie, bonjour. Bonjour, merci pour l'introduction et surtout pour l'accueil. Je suis très De contente rien. d'être là. Et je suis très contente, voilà, de vous accueillir. Et donc nous avions, effectivement, vu avec, Julie de vous parler, de son parcours, de la résilience aussi. Donc qu'est-ce que la résilience, pour elle? Et voilà, de vous donner quelques clés par rapport à ce parcours, hein, qui est un parcours, qui a valeur de modèle et d'exemple pour, de nombreuses femmes qui sont touchées par un cancer du sein et Julie va nous expliquer pourquoi. Bah, merci. Donc, effectivement, moi je m'appelle, Julie, j'ai, 35 ans, bientôt 36. Je suis Taureau, et donc, j'habite dans le sud de la France. Donc jusqu'à il y a un an, j'étais à Nice et maintenant je suis dans le Var à Toulon et je suis toujours un peu un pied à Nice quand même. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai mon j'ai un projet là-bas qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle les Frangines. Donc je suis la fondatrice aussi des Frangines. Les Frangines, c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles, les hommes, les petits garçons, qui ont perdu tous leurs cheveux, soit à cause de traitements de chimiothérapie, soit à cause d'une alopécie, d'une pelade, d'un accident de la vie comme les grands brûlés, mais aussi pour des personnes qui sont en transformation. Et on travaille aussi un petit peu avec le monde du spectacle et du cinéma. Donc en fait, les frangines, c'est des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un petit système breveté, par-dessus lesquels on vient mettre un bonnet ou un turban. Et aujourd'hui, on travaille avec des matières qui sont thermorégulantes, anti-UV, et certaines sont même antibactériennes pour aller jusque dans les chambres stériles si besoin. Et la totalité est prise en charge par la sécurité sociale. Et en gros, c'est ce que je porte sur la tête. Donc en fait, ce sont des accessoires mode et stylés. Donc je voulais vraiment montrer que c'est pas parce qu'on était malade qu'on n'avait pas le droit d'être stylé. Parce que, en fait, en plus d'être la fondatrice des Frangines, je suis aussi une ancienne patiente. Donc, j'ai eu un cancer du sein très agressif à l'âge de 27 ans. J'allais avoir 28 ans. C'était en 2015. Donc, c'était il y a maintenant 7 ans, presque 8. Et d'ailleurs, c'était en février 2015 que je commençais à faire les examens de contrôle, tout ça. Donc, voilà, ce qui se passe là en ce moment, de faire aussi ce sommet-là, ça a quand même du sens. Donc, c'était il y a pratiquement 8 ans tout pile. Donc, en fait, c'est ce qui m'a donné l'idée de la création des Frangines derrière. C'est, on va dire, cette épreuve, ce parcours et cette expérience de vie qui a été ma traversée du cancer. Donc, je l'appelle souvent ma parenthèse désenchantée. Une parenthèse parce que pour moi, j'ai eu la chance que ce soit une parenthèse qui aujourd'hui est une parenthèse qui est fermée. Et donc, en 2015 et 2016, j'ai eu en tout 18 mois de traitement avec 24 chimiothérapies, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie.
Donc je me suis retrouvée en fait, complètement chauve pendant toute cette période-là et c'est vrai que, bah, j'avais du mal au-delà de ce qu'on va appeler, on va dire et ce pourquoi j'ai appris avec le temps et j'ai appris dans ce parcours-là que c'était pas tout à fait les termes qu'il fallait employer, mais quand on parle de perte de féminité, le fait de perdre ses cheveux, le fait de perdre, un sein ou 2, enfin voilà, de ses «attributs» entre guillemets. C'était au-delà de ça, c'était plus une perte de mon identité, en fait et j'ai réussi à retrouver une identité qui me convenait le jour où j'ai commencé à nouer des turbans sur ma tête, tout simplement, parce qu'en fait, j'avais acheté une perruque, mais j'arrivais pas à la porter parce que je me reconnaissais pas avec. J'avais pas trouvé quelque chose qui avait, on va dire, soit la même couleur que mes cheveux, soit la même texture, la même longueur, la même coupe. C'était quand même différent. Donc j'ai essayé de prendre des choses complètement différentes, mais en fait, c'était pas si simple. C'était pas si simple de se dire: «OK, je vais prendre quelque chose, qui a rien à voir avec ce que j'étais et parce que ce sera l'occasion de». Et en fait, quand on est face au miroir et qu'on doit faire l'achat d'un objet qui va nous accompagner pendant très longtemps et qui a un certain coût, ben, en Mmh. fait, c'est pas si simple de se dire, «OK, ben, je vais faire, une frivolité en prenant quelque chose, que j'aurais jamais osé faire sur mes propres cheveux». Donc en fait, j'ai acheté quelque chose qui me plaisait, on va dire, sauf que j'ai pas réussi à le porter parce que je me reconnaissais pas avec et j'arrivais pas à me réapproprier même une identité qui pouvait me convenir avec. Donc, je me suis mis à nouer des turbans sur ma tête et le nouage, ça a été pour moi révélateur. Alors avant tout ça, je n'avais jamais noué de turban sur ma tête, je mettais même pas de bandeau, j'aimais bien mettre des bonnets l'hiver, mais par contre, je m'en servais pas comme accessoire de mode, je m'en servais plus comme, accessoire utile quand il faisait froid ou des choses comme ça et les bandeaux, c'est vrai que c'est pas des choses que j'avais l'habitude de mettre sur ma tête non plus, même pour le style. Donc ça a été quelque chose de complètement nouveau et en fait, j'ai rapidement compris qu'en nouant des turbans sur ma tête, je retrouvais la sensation thérapeutique de me coiffer. Et quand je dis thérapeutique, je le pense sincèrement, même si c'est Mmh. pas une discipline, qui est, on va dire, médicalement reconnue. Mais par contre, c'est vrai que c'est ça il y a cette sensation-là, vous savez, la sensation juste de se coiffer quand on noue un turban sur sa tête. Je j'avais pas mesuré ça jusqu'à ce que je me retrouve sans cheveux. Avant que de tomber malade, en fait, j'avais les cheveux longs jusqu'à la taille et je suis fille de coiffeuse devenue aide-soignante. Donc je pense que ma mère, elle m'a beaucoup inspirée inconsciemment, en fait, dans mon parcours de vie. Parce qu'aujourd'hui, j'allie les 2, la coiffure et le soin. Et en fait, voilà, j'avais les cheveux très longs et puis je me faisais tout le temps des chignons, des queues de cheval, des tresses, des fois avec l'aide de ma mère aussi. C'était un peu le truc mère-fille qu'on aimait bien faire ensemble. Et quand je me suis retrouvée sans cheveux, ce qui m'a le plus manqué, ça a été de me coiffer. Et en fait, quand on a une perruque, c'est pas pareil parce que la perruque, on Mmh. la coiffe sur son porte-perruque. Si on la coiffe sur sa tête, on aura plus tendance à facilement l'abîmer parce qu'on va accrocher le tissage, on risque de délier les nœuds dans le tissage et de faire tomber des fibres. Mmh. Donc en fait, il est toujours plus recommandé de la coiffer sur le porte-perruque que sur soi-même. Donc c'est vrai que cette sensation de coiffage, ben, j'arrivais pas à la retrouver en mettant ma perruque. Au-delà des autres inconvénients que j'ai rencontrés avec elle, on va dire que celui-là, pour moi, c'était important, même si ça peut paraître futile pour certains. Bah, pour moi, c'était hyper important de pouvoir me sentir bien dans ma peau et pour ça, il fallait que ça passe par prendre soin de moi dès le matin, devant mon miroir, dans ma salle de bain, pour pouvoir sortir la tête haute. Quand j'étais en traitement de chimiothérapie où j'avais perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils et toute pilosité, quoi.
Donc, je me suis mis, voilà, à nouer des turbans. Je regardais, pas mal de tutos sur le net. Je suis allée dans des boutiques, africaines où on m'a appris à faire des super beaux nouages, où on m'a même expliqué des fois la symbolique de certains nouages aussi, de la façon de comment on noue, qu'est-ce que ça veut dire et tout dans certains pays du monde et j'ai trouvé ça juste, passionnant et je me suis retrouvée passionnée par cette discipline. Donc en fait, voilà, tous les matins, je nouais mon turban et j'avais cette sensation de me coiffer et ça a été hyper important pour toute la suite de cette aventure contre le cancer. Donc c'est vrai que quand je mettais mes turbans et il n'y avait pas de cheveux qui dépassaient, c'était un peu dur parce que je trouvais que ça avait quand même un aspect un peu stigmatisant. Au-delà du fait qu'il y avait Mmh. cet aspect thérapeutique du nouage, il y avait quand même, pour moi en tout cas, quelque chose d'un peu stigmatisant parce qu'il n'y avait pas de cheveux qui dépassaient et du coup, comme le teint change quand on est en traitement, qu'on a un teint qui devient plus laiteux, c'est vrai qu'on fait tout de suite plus fatigué et avec les cheveux qui dépassaient pas de mon turban, bah, voilà, je voyais bien que ça faisait quand même, ce qu'on peut dire, ça faisait malade et j'étais pas OK, en fait, avec ça, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc parce que je menais le combat de ma vie. Alors, il y en a qui vont me Mmh. reprocher d'appeler ça un combat, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Souvent, on me dit: «Oui, tu peux pas employer le champ lexical de la guerre pour parler de ça», mais en vrai, enfin, ça encore une fois, c'est propre à tout un chacun. Mmh. On m'a même reproché d'avoir tout le temps le sourire alors que je me battais contre un cancer, mais moi, c'était mon arme fatale contre la maladie, c'était de garder le sourire parce que je me suis dit qu'il y a bien un truc que cette foutue maladie pouvait pas m'enlever, c'était mon sourire et ma joie de vivre. Donc voilà, ça c'était, clair et net et encore aujourd'hui, on ne me l'enlèvera pas et en fait, le champ lexical du combat et de la guerre, pour moi, c'était ma réponse à ce que je vivais parce que je vivais le combat de ma vie pour me sauver la vie, en fait. Alors, c'était soit un combat avec moi-même et d'ailleurs derrière, ça a découlé sur plein d'interrogations vis-à-vis de mon corps, pour pouvoir reprendre confiance en lui. Donc, voilà, pour moi, ça a été un combat qu'il fallait que je mène. L'important n'était pas et n'est pas de gagner, mais c'est au moins de se battre et d'essayer et donc du mieux possible. Alors, c'est vrai que quand on rentre dans un parcours de soins contre un cancer, on ne sait pas, on ne peut pas savoir l'issue. Mmh. C'est-à-dire que c'est différent pour chaque être humain sur cette planète. Il y a autant d'effets secondaires que d'humains sur Terre. Il y a presque autant de cancers que d'humains sur Terre parce que c'est tellement propre à tout un chacun et à nos cellules et à ce qui constitue Mmh. notre corps que c'est difficile. Moi, je sais que je suis très pudique sur les effets secondaires. Je parle des effets secondaires que j'ai eus quand on me pose la question, mais j'ai pas de conseils à donner là-dessus parce que je sais que à traitement égal, on n'aura pas du tout les mêmes Mmh. effets secondaires. Et donc c'est pareil pour les issues, c'est-à-dire que parfois, moi j'avais un cancer de grade 3, donc c'est-à-dire le grade avant le grade le plus grave, Mmh. et et en fait, on me disait: «OK, mais est-ce que tu sais si tu vas pouvoir en guérir ou pas?» Parce que j'avais vu d'autres personnes ne pas en guérir avec un cancer de grade 3 et en fait, j'ai essayé du plus possible de ne jamais me projeter dans les histoires des autres. Donc d'avoir un espèce en fait, j'ai toujours sur moi une labradorite. C'est ma pierre, voilà, de protection. Et alors on n'y croit pas, mais quand je l'ai pas sur moi, je repars la chercher parce que je sens que j'en ai besoin. En fait, c'est ma pierre écran et je sais pas si c'est elle qui fait que ça cristallise, mais en attendant, j'arrive à ne pas me projeter dans les histoires des autres et c'est pour ça que j'arrive à les aider du mieux possible. Mmh. Parce que ça, c'est tout à fait humain que se projeter dans les histoires des autres et le cancer, pourquoi c'est aussi une aventure humaine et pourquoi des fois on perd des amis ou de la famille dans le combat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous tournent le dos,
Mmh. C'est parce que l'être humain, il est plein de paradoxes et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. C'est qu'en fait, la maladie, ça fait peur et que ça renvoie à ses propres peurs. Et il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire écran et de ne pas se projeter dans les histoires des autres. Et donc, en fait, pour moi, ça a été essentiel pour toute la suite de l'histoire, pour tout ce que j'avais envie de faire et de devenir après tout ça. Si je voulais que mon histoire, elle puisse aider le plus grand nombre possible de personnes et le plus longtemps possible, il fallait absolument que je ne me projette pas dans les histoires des autres pour pouvoir mieux les aider. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire assez rapidement. Heu et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que voilà, moi, j'ai effectivement eu un cancer de grade 3, qui était pas génétique, mais qui était hormonodépendant, qui était j'avais une tumeur assez grosse dans le sein gauche. Donc j'aurais pu avoir très, très peur, en fait et je me suis dit: «Beh, essaye de voir plus loin que la maladie. Essaie de trouver quelque chose qui va, en fait, te faire penser à l'après et pas, de déprimer dans ce qui est en train de se passer», même si, attention, je l'ai fait. Mmh. Les premiers temps, quand j'ai appris la maladie, parce qu'encore une fois, je suis pas Wonder Woman, je suis un être humain comme tout le monde, avec les mêmes, je pense, les mêmes armes que tout le monde. Et il y a quelque chose que chaque être humain sur cette terre, il a, pardon. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient, parce que souvent on me dit non, mais toi, tu es forte. Mais non, je ne suis pas plus forte que Pierre, Paul ou Jacques. C'est juste que j'ai pris conscience qu'on avait tous quelque chose. Et même la petite fourmi minuscule qu'il y a sur cette planète, elle a la même chose, c'est-à-dire un instinct de survie. Et cet instinct, on l'a tous, c'est comme ça, c'est inné, on est né avec et on est des mammifères, on a tous ça. Mmh. Donc, donc en fait, j'ai fait confiance à cet instinct de survie et cet instinct, il me disait, essaye de voir plus loin que tout ça. Et donc, quand il y a eu cette histoire de nouage de turban sur la tête et que je me suis dit, OK, là, avec juste les turbans sur la tête, je trouve que je fais malade, tout ça. Il faut que je trouve une autre solution pour que j'ai des cheveux et tout qui dépassent de mon turban. Ben, ça a fait partie, on va dire, de cet instinct pour que je me sente bien dans ma peau, pour qu'en me sentant bien dans ma peau, je puisse aller, donc garder le moral. Et le moral, il m'emmenait vers les traitements qui, eux, m'ont emmené vers la rémission et aujourd'hui la guérison. Pour moi, c'était un package, en fait. C'était vraiment le cercle virtueux de toute cette histoire qui était d'aller vers la guérison, en fait, et du mieux possible. Donc, pour en revenir à mes turbans, je me suis dit: «OK, il manque quelque chose à ma coiffe», beh, c'est là qu'est arrivée l'idée de développer un système de fausses franges qui tenait sur ma tête, qui avait pas de cheveux, et qu'ensuite par la j'ai pu breveter quand, j'ai décidé un jour de me dire: «OK, à travers mon blog, je vois qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions sur mes coiffes et je pense que je dois pas être la seule personne sur cette terre qui a du mal à se reconnaître avec sa perruque. Donc, je vais développer ça et je vais essayer de le rendre le plus accessible possible, donc en termes de localisation et en termes de prix pour tout le monde. Parce que je partais du postulat que face à l'adversité, ben, en fait, on est tous sur la même marche. Et je trouvais trop triste que lorsque j'allais dans la salle d'attente de l'hôpital de jour pour aller à la chimiothérapie, qu'en fait, j'arrivais presque à comprendre la condition sociale des gens en regardant, l'état de leur perruque, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment trop triste parce que encore une fois, on était tous face à l'adversité et on avait tous d'avoir droit aux mêmes chances pour pouvoir vivre cette période du mieux possible et avec des accessoires confortables, jolis. C'était pour moi la moindre des choses. C'est pas juste esthétique en fait quand on a perdu tous ses cheveux et qu'on traverse un cancer.
que de se sentir bien avec sa prothèse capillaire, en fait. Mmh. C'est franchement pas juste esthétique. Si on pouvait, on s'en passerait, que les choses soient claires. Donc, je défie quiconque qui perd tous ses cheveux, en fait, de sortir tous les jours sans rien sur la tête. Parce que au-delà de l'aspect esthétique, il y a un aspect physiologique qui est indéniable, c'est qu'en fait, le cheveu, il a, il thermorégule le corps et il Mmh. protège des UV. Moi, j'ai compris en devenant chauve à l'âge de 27 ans pourquoi on mettait des bonnets aux bébés quand ils venaient de naître. Mais parce qu'en fait, on a froid à la tête. La chaleur, elle s'évapore par la tête. Donc, la thermorégulation du corps, elle se fait si on est bien au niveau de sa tête. Et donc, quand on n'a pas de cheveux, cette thermorégulation du corps, elle est beaucoup plus compliquée à faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas que esthétique que de porter un turban. Et un autre exemple, un turban, une prothèse capillaire ou un bonnet ou quoi que ce soit. Mais Mmh. un autre exemple qui m'est arrivé, donc j'avais, j'ai eu mon cancer, j'ai commencé les traitements en avril 2015. Donc j'ai passé la plus grosse partie de mes traitements en été. En fait, les plus grosses et méchantes chimios, je les ai passées dans l'été 2015. Et il faisait extrêmement chaud. Alors, pardon. Hop, ça a dû couper, je m'en excuse, c'est parce que ça s'est mis en veille. Donc j'ai passé tout cet été-là, c'était voilà, juin, juillet, août 2015. Il fait extrêmement chaud dans le sud de la France, et pas que dans le sud de la France d'ailleurs, mais il faisait extrêmement chaud et c'est vrai que j'ai eu tendance à sortir soit tête nue, soit juste avec un turban sur la tête et d'être confrontée au passage de l'extrêmement chaud dehors à froid dedans avec les climatisations et tous les microbes qui s'y mettent. Et en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais en aplasie totale au niveau des défenses immunitaires. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle une neutropénie fébrile. Donc, c'est-à-dire que j'ai contracté en fait un microbe qui a fait que je me suis retrouvée avec 42 fièvres, à délirer, tout ça parce que j'avais la tête au frais, quoi. Et que j'arrivais d'un endroit où il faisait chaud et qu'il y a un microbe qui devait passer par là. J'étais en aplasie, je ne le savais pas, j'ai attrapé froid. Et sauf que ça a eu une issue vraiment compliquée qui m'a valu 15 jours de chambre stérile, quoi. Donc, c'est là qu'on se rend que je le dis haut et fort, ce n'est pas juste esthétique que d'avoir quelque chose sur sa tête qui est confortable et qui assure ce que le cheveu est censé assurer au naturel tous les jours, la thermorégulation du corps et la protection des UV. Les UV, pourquoi? Parce que quand on est en chimiothérapie, on est photosensible. Donc en fait, les rayons du soleil sont vraiment nocifs pour la peau, pour les ongles. C'est pour ça que souvent, on vous dit qu'il y a un protocole à suivre pour les ongles, Du vernis, de ouais. mettre, tout à fait, de mettre les 4 couches de vernis avec le top coat anti-UV, de surtout pas oublier les pieds. Parce que des fois, il y en a qui oublient les pieds, sauf qu'en été, on a tendance à mettre les petits doigts de pied dehors et on oublie que eux aussi, ils sont exposés au soleil et que du coup, il faut aussi les protéger. Donc, la protection des UV, c'est aussi super important. Donc, c'est vrai que dans ce parcours du combattant, désolé, j'emploie encore le champ lexical de la bataille, mais c'est parce que pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, dans ce parcours du combattant, j'ai pu en fait faire l'expérience de plein de choses et j'ai trouvé que le cancer a été aussi une aventure à tout point de vue. Ça a été aussi une aventure humaine. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens dans la bataille qui vous disent au revoir parce que voilà, pour eux, c'est trop difficile de gérer ça et ça les renvoie à leur propre peur. Donc, il faut se dire une chose et voir toujours le verre à moitié plein. C'est que ces gens-là, de toute façon, un jour ou l'autre, ils seraient partis et que ça vous a juste fait gagner 10 ans. Moi, c'est ce que je... Nous sommes bien d'accord. C'est ce que je me suis dit et ça s'est bien vérifié. Quand on partage pas forcément les mêmes valeurs, à bout d'un moment, ça se sent, ça se sait et on perd du temps. Et puis j'ai compris autre chose dans tout ça, c'est que les amis, en fin de compte, ça va, ça vient.
et que des fois ça part, des fois ça revient et c'est OK, quoi. Enfin voilà, il faut arrêter de se mettre à la place des autres et essayer de les convaincre. Il faut juste accepter comment est chacun. On peut pas demander aux autres d'être comment nous, on aimerait qu'ils soient, en fait. Donc ça, moi, je sais que cette période de ma vie m'a fait énormément grandir, mûrir et évoluer un peu trop tôt. J'aurais aimé avoir toutes ces prises de conscience bien avant. Et bien sûr que entre le moment où j'ai été malade et le moment où je vous parle aujourd'hui, il s'est écoulé quand même quelques années où j'ai aussi appris à prendre du recul. C'est-à-dire que les personnes qui m'avaient tourné le dos en plein cancer, au début, j'avais un peu la haine quand même, il faut le dire, quoi. Et encore une fois, c'est humain. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai pardonné. Et je pense qu'il est là le chemin qu'il faut essayer de prendre du mieux possible. C'est d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Et en fait, de pardonner sans pour autant, enfin, on peut pardonner sans pour autant retourner boire des cafés, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas ça. Hein. Mais juste de dire, OK, j'ai compris, je te pardonne. Et puis après, chacun sa route et c'est OK, mais c'est juste d'être en paix en fait avec tout ça. Je pense que la maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit le cancer ou d'autres maladies, d'ailleurs, le mal a dit, Mmh. c'est vraiment fait pour essayer de se retrouver. Parce que moi, il y a un truc que j'ai compris dans toute cette histoire que le mal a dit, c'est qu'il y a une personne sur cette terre qui est très importante pour soi-même, en fait, c'est soi-même. Exactement. En fait, on est seul et on meurt seul. Et donc, on a beau être la personne la plus empathique de cette planète et la plus aidante et tout, il faut quand même pas oublier que c'est une réalité, ce que je viens de vous dire, et que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et donc, il faut pouvoir réussir à se trouver. Et, et moi, c'est malheureusement cette fâcheuse rencontre avec le cancer qui m'a permis de me trouver. Avant tout ça, j'étais juriste dans une grande entreprise. J'avais fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Et c'est vrai que quand le cancer s'est présenté à moi, je leur ai dit, parce que je savais que je ne ferais pas ce métier toute ma vie, parce qu'en gros, il faut vouloir être dans le conflit tout le temps, et c'était pas ce à quoi j'aspirais déjà à l'époque. Donc, j'ai dit à mes parents, bon les gars, j'ai eu un cancer, donc maintenant je fais ce que je veux. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai arrêté de vivre la vie qu'on Mmh. avait rêvée pour moi, et j'ai Mmh. décidé de vivre la vie que moi je rêvais. Mmh. Et donc, j'ai toujours été une artiste en fait dans l'âme. J'ai toujours dessiné depuis longtemps que je me souvienne, même quand j'étais petite et que j'entendais mes parents se disputer. En fait, je me réfugiais dans le dessin. C'était vraiment mon échappatoire et mon exutoire. Et, et pendant ma maladie, en fait, je me suis dit, OK, je vais reprendre l'école de dessin. Et dans 2 ans, à la fin de tous mes traitements, je serai tatoueuse. Et donc, je me suis réinscrite à l'école. J'ai repris des cours. Et bon, ça a duré quelques mois parce qu'après, au bout d'un moment, malheureusement, les chimios, elles ont eu raison de ma concentration et j'arrivais plus en fait à me concentrer sur les modèles pour les retranscrire sur ma page. Donc, Mmh. je faisais du dessin qui était juste pour moi, mais parce que moi, je suis spécialiste du réalisme et j'adore en fait reproduire ce que je vois à travers mon œil. Et c'est vrai que j'étais pas, je me laisse pas guider par mes idées comme ça dans ma tête. J'ai besoin de voir quelque chose et de le retranscrire à ma façon sur un papier. C'est ma façon à moi de m'exprimer. Et là, en fait, j'y arrivais plus. Donc, j'ai dû arrêter. Mais je m'étais quand même acheté une machine à tatouer, des fausses peaux en silicone. Je tatouais sur des citrons, sur des pamplemousses et tout. Enfin voilà, j'étais vraiment partie pour ça en me disant, franchement, faire de l'art sur le vivant, mais c'est tellement génial. Et bon, les frangines se sont présentées à moi sans vraiment que je m'y attende. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire parce que je l'avais pas prévu ça. Mmh. J'avais pas du tout prévu ça, mais par contre, ce que j'ai trouvé génial dans ce projet, qui est pour moi mon premier bébé, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai pu en fait allier ma créativité
et aussi tout ce qui était attrait à mon ancien métier qui, pour dire, en fait, tout ce que j'ai appris en étant juriste m'a énormément servi, Mmh. notamment pour le dépôt des brevets, pour, voilà, pour m'exprimer, et voir avec, des avocats, des experts comptables, tous ces gens qui vous accompagnent quand vous créez une entreprise et qui continuent de vous accompagner dans l'après. Je pense qu'on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient Mmh. et il y a pas d'école pour ça, en fait, c'est l'école de la vie, quoi. Mmh. Et quand je me suis embarquée là-dedans, je me rappellerai toujours ma mère, parce que bon, je me suis pas lâchée des 2 mains, je suis pas folle, même si franchement, en vrai, j'ai envie de vous dire, tant qu'on a la santé, ben rien ne devrait nous empêcher de nous lâcher des 2 mains, parce que tant qu'on a la santé, on peut recommencer. Mais après, il y a des réalités de vie qui font que c'est plus compliqué, quand, on a des obligations, des prêts à payer, des enfants, des choses comme ça. C'est un peu plus compliqué de dire: «Allez, je me lâche des 2 mains et advienne que pourra», hein. Donc il y a des réalités de vie. Donc moi, je me suis pas lâchée des 2 mains. On a la chance, mine de rien, d'être en France, faut le dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on peut se soigner et Mmh. moi, je suis consciente que si j'avais pas été française, je serais peut-être pas là en train de vous parler, parce que Mmh. j'aurais pas eu le moyen de payer mon traitement. Mmh. J'avais pas une maison avant pour pouvoir le payer, j'avais pas tout ça, quoi, et peut-être que si j'avais été aux États-Unis, mon assureur m'aurait dit que j'étais trop jeune pour avoir ce genre de maladie, il aurait refusé de m'assurer. Mmh. Comme ça arrive tous les jours là-bas et il faut le savoir, quoi. C'est quand même super grave. Il y a des gens qui ont droit de vie ou de mort sur vous, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, on a la chance d'être français et de pouvoir se soigner à n'importe quel moment de sa vie et gratuitement. Alors, gratuitement, c'est pas tout à fait gratuit dans le sens où on cotise tous pour ça. Mais en attendant, demain, quand vous avez un traitement qui coûte plus de 100 000 euros, bah, il est financé, quoi. Mmh. Et peut-être que de toutes les cotisations de votre vie, vous n'arriverez peut-être pas au montant qu'aura coûté le traitement, en fait. Donc, c'est une chance. Ça, c'est la première chance. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'en France, on peut entreprendre en étant aidé. C'est-à-dire que moi, j'étais salariée. Et donc, il faut savoir qu'on cotise à certains organismes, des organismes de formation, des choses comme ça. Et on cotise aussi à tout ce qui est cotisation pour le chômage et tout. Et donc, quand j'ai lancé les Frangines, je savais pas du tout, enfin, quand j'ai eu l'idée, je savais pas du tout par où commencer, clairement. Donc, je me suis rapprochée une association de pépinières d'entreprise, mais une association de pépinières d'entreprise, en fait, pour aider les entrepreneurs à se lancer, qui a été financée par mon compte CPF, en fait, mon compte Mmh. individuel de formation. Et Mmh. ça, on le sait pas tous qu'on a ça. Donc, et pour moi, cet accompagnement, il a été hyper important parce qu'encore une fois, on ne naît pas entrepreneur, on le devient et on ne sait pas tout faire. Moi, on m'a dit, il faut faire un business plan. J'avais beau être juriste, je n'étais pas comptable. Business plan, les tableaux Excel et tout le tralala, ce n'était pas du tout mon truc, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en France l'ACRE. Donc, quand on est salarié, on a deux solutions quand on lance son entreprise. Soit donc, on a été licencié pour X ou Y raison, rupture, abandon de poste, des choses comme ça. Moi, on m'a fait faire un abandon de poste. Donc, j'ai eu droit voilà, à mon chômage directement. Et donc, il y a le choix. Soit on récupère une très grosse partie du capital des annuités, donc c'est-à-dire 60% de ce que vous aurez coûté, ce qu'aurait coûté 2 ans de chômage. Soit, en fait, vous avez votre chômage tous les mois pendant 2 ans. Donc moi, j'ai préféré avoir mon chômage tous les mois pendant 2 ans. La première option, elle est souvent prise quand les personnes, elles veulent, je sais pas, racheter un restaurant, des choses comme ça, et qu'elles ont besoin d'avoir une enveloppe au départ pour faire un prêt derrière. Voilà, ça peut être un amorçage. Moi, j'ai fait le choix de faire autrement pour la simple et bonne raison que il faut savoir aussi que quand on a eu un cancer, à l'époque, on n'était pas finançable par les banques pendant 10 ans. Mmh. Heu, Jusqu'à 18 ans, en fait, tous les gens qui ont eu des cancers avant 18 ans, c'était 5 ans pour pouvoir avoir réaccès, à l'emprunt bancaire, et pour tous les autres après 18 ans, c'était 10 ans, et fort heureusement,
grâce à des associations et notamment Mmh. Rose Up Rose qui Up, se ouais. battent et la Ligue contre le cancer qui se battent voilà, pour le droit des patients. Mais Rose Up, il est vraiment pour quelque chose sur ces droits-là. Elles se sont battues, mais comme des lionnes. Et pendant de nombreuses années, eh bien, elles ont réussi à faire baisser ce droit à l'oubli à 5 ans. Et 5 ans, c'est quand même voilà, pour moi, c'est quand même plus normal parce que la science nous déclare guéris au bout de 5 ans de rémission. Donc il y avait pas de raison que ces fameux assureurs, pour eux, ce soit 10 ans parce que c'est pas, enfin, à preuve du contraire, ils savent pas mieux que les médecins, quoi. Donc j'avais pu monter mon projet d'entreprise grâce à un crowdfunding. Donc c'est un financement participatif sur internet où on a pu en fait lever 35 000 € en 45 jours qui ont permis de lancer la première collection et de pouvoir voir aussi que le projet, en fait, il avait sa place et qu'on attendait à ce que quelque chose de complémentaire vienne à côté aussi de tout ce qui était prothèse capillaire totale. Donc ça aussi, c'était une chance, mine de rien, que le crowdfunding existe, parce qu'avant le crowdfunding, bah, peut-être que j'aurais pas pu faire naître mon projet. Et ça, c'est pour tout l'aspect de l'après, en fait, et de si on a envie de changer de vie, moi, c'était mon moteur. J'avais besoin de voir ça dans l'après, de me dire je vais changer de vie parce que la vie que j'ai aujourd'hui, c'était pas celle qu'au final j'avais moi choisie. Je l'ai fait pour faire plaisir presque à mes parents parce qu'ils s'inquiétaient que voilà, je galère comme eux. Ils voulaient que je me fasse une place au soleil. Je pense que c'est ce qu'on aspire tous pour nos enfants. Donc, je leur en veux pas du tout. Mais là, voilà, j'avais décidé de vivre moi mes rêves et les frangines se sont imposées à moi et ça a été du coup ce qu'on appelle pour moi mon parcours de résilience, qui a été de me servir de cette fâcheuse rencontre avec un cancer, donc une rencontre du troisième type, cette fameuse rencontre du troisième type pour en fait m'en servir, pour en faire autre chose et pour aider mes pairs. Mmh. Donc toutes les personnes qui allaient passer par là pour les aider à travers mon histoire et à travers ce que j'avais fait. Donc je voulais vraiment rester engagée parce que le cancer, c'est la maladie du 21e siècle, quoi. Et malheureusement, on est tous de plus en plus touchés de près ou de loin par cette maladie. Mmh. Donc pour moi, je sais pas, quand j'ai été frappée par cette météorite, je me suis dit qu'en fait, j'étais frappée en même temps d'une mission. Et aujourd'hui, je le vis comme ça. Je le vis vraiment comme une mission de vie. Et on a essayé plus d'une fois de mettre des bâtons dans les roues dans ce projet. Et je pense que ça part de bien de là. On dit soi-disant qu'on choisit nos parents. Enfin, j'ai entendu ça, que dans des sphères, on choisirait nos parents. Et moi, j'ai choisi une maman qui était coiffeuse devenue aide-soignante. Alors, est-ce que déjà, c'était pas tout ça, était pas figé en tout cas. C'était, pour moi, je le vis un peu comme une mission parce qu'il y a plein de signes qui font que. Et le jour où j'ai eu ce fameux cancer, j'ai une étoile qui a commencé à briller et qui en fait m'a guidée sur le chemin vraiment de la résilience et sans faire l'apologie de quelconque religion, attention. Je suis vraiment sur une explication qui m'est propre. C'est que j'ai eu l'impression vraiment d'avoir une bonne étoile qui m'a guidée du début à la fin et qui continue de me guider aujourd'hui. Dans le sens où, quand j'ai découvert cette tumeur que j'avais dans le sein, en fait, je l'ai senti en mettant mon soutien-gorge que j'avais une boule. Voilà, je pense comme beaucoup de personnes qui détectent qu'ils ont un cancer du sein, c'est qu'ils ont détecté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de leur poitrine et qu'ils vont consulter. Et en fait, à ce moment-là, il fallait que je trouve un centre de radiologie qui me prenne rapidement pour faire les examens. Et j'en ai appelé plein et c'était toujours des examens, rendez-vous à dans 15 jours, quoi. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, cette fameuse étoile, elle s'est mise à briller et après, elle n'a plus jamais arrêté. Au 5e appel, je tombe sur un centre qui s'avère être le centre de pistage du cancer du sein à Nice, mais je ne le savais pas. Et qui, eux, m'ont pris dès le lendemain à 8 heures. Et là, en fait, tout s'est enchaîné. Écho, mammo, biopsie le même jour. Et donc, ça a pu me faire gagner du temps, à savoir que du moment où on a découvert la boule que j'avais dans mon sein
jusqu'au moment où je refasse ces examens, la tumeur, elle avait triplé de volume, en fait. Donc elle avait une croissance qui était extrêmement rapide Mmh. et d'avoir rencontré ces gens qui ont fait les choses très rapidement, ça m'a fait gagner un temps précieux qui a fait que, par exemple, les ganglions sentinelles n'ont pas été touchés par la maladie. Mmh. Donc voilà, pour moi, et puis derrière, j'étais à Nice. À Nice, il y a un centre Unicancer qui est, voilà, ce sont des centres à la pointe en termes de recherche contre le cancer. Tous les centres Unicancer, que ce soit en termes de machines, en termes de traitement. Donc, je me suis retrouvée dans un centre comme ça, avec un oncologue à la pointe des essais cliniques qui m'a fait rentrer dans un essai clinique parce qu'au départ, j'avais un traitement qui répondait pas suffisamment, j'avais pas une réponse suffisante. Donc, et l'essai clinique, par contre, lui, m'a sauvé la vie. Donc tout ça, ça a été vraiment cette étoile jusqu'à la création du nom des frangines, en fait. Parce que les frangines, c'est pas parce que je fais de la frange, c'est pour les sœurs de combat au départ. Mais dans le mot frangine, il y a le mot frange. Et ça, c'était pas calculé, en fait. Moi, je voulais juste un nom frangine pour le côté sororité, en vrai, et fraternité. Et alors, encore autre chose qui est une chance, c'est que ce mot frangine, il est déclinable pour les hommes avec les frangins et pour les enfants, les franginettes. Donc voilà, c'est tout ça. Et tout ça, c'était absolument pas calculé. C'est des choses qui se sont vraiment imposées. Désolée, c'est encore mon ordinateur. Ce sont des choses qui se sont imposées, qui sont venues se mettre sur mon chemin et sur mon parcours vers la résilience, jusqu'à ce que je rentre officiellement en rémission en août 2016. Et à ce moment-là, en août 2016, en même temps que je rentre en rémission, je rencontre l'homme qui deviendra mon mari et aussi récemment, du coup, le père de ma petite fille, alors qu'on m'avait dit que j'avais autant de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Donc c'est vrai que la vie, toute cette histoire et tout ce parcours que j'ai cristallisé dans un livre qui s'appelle À mes sœurs de combat, aux éditions Larousse, tout ce parcours, il est quand même assez fou et il m'a emmené vers des réflexions au niveau de la résilience, notamment. Que la résilience, pour moi, c'est chacun a sa propre définition. Je ne pense pas qu'il y ait une définition universelle de la résilience. Pour moi, la résilience, ça a été de me servir de ce qui m'était arrivé, d'en faire autre chose et de changer de vie grâce à ça. Pour d'autres, ça va être juste de retourner dans leur vie qu'ils aimaient tant. Et, et peut-être pas non plus de se servir de ce qui leur est arrivé pour en faire une force, juste de l'occulter. Mais ce sera leur façon à eux d'être résilients de ce qui leur est arrivé. Ça, voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses, même si quand on tape résilience dans le dictionnaire Larousse, ce ne sera pas la définition qu'on en trouvera. Mais pour moi, la résilience, c'est un terme beaucoup plus philosophique, à vrai dire, sur lequel on peut vraiment parler pendant très longtemps et débattre, parce que il faut faire attention à ce mot, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, moi, je suis pas résilient, donc en fait, je suis nulle. Mais c'est pas ça, quoi. Parce que à sa façon, il est résilient. C'est comme moi, je suis pas aussi forte. Si, en fait. Mmh. Je suis pas sûre que finalement ce soit une histoire de force, parce que de se battre contre un cancer, en vrai, on n'a pas le choix. Il n'y a pas une histoire de courage on n'a pas le choix, en fait. On a cette maladie qui en veut à notre vie. Euh, on n'a pas le choix que d'essayer de s'en sortir, quoi. Donc, je pense pour le coup, on peut tous être capables, au moins, d'essayer de se battre pour sa vie, quoi. Et encore une fois, on en revient à ce fameux instinct de survie qui prend le Mmh. dessus et qui parfois vous fait soulever des montagnes. Et ça s'est vu et ça s'est vérifié avec des histoires de personnes, avec des parcours de vie vraiment difficiles, avec des maladies incurables, à qui on disait, voilà,
il vous reste 6 mois à vivre et qui sont toujours là 5 ans après, par exemple. Il y a des choses, heureusement, la médecine n'est pas encore tout à fait une science exacte. Et ça, c'est beau aussi, parce que ça veut dire qu'il y a encore des choses à trouver et à chercher. Et c'est pour ça que moi, comme c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie, je suis restée aussi mécène de la recherche contre le cancer, parce que j'aspire à un rêve, c'est qu'à force de chercher, on finira par trouver. Et que dans un futur proche, eh ben, les gens n'aient plus à traverser ce qu'on a pu traverser en traversant cette maladie, avec tous les doutes qu'elle vous crée, avec toute la peur qu'elle engendre, et avec tous les stigmates physiques, visibles et invisibles qu'elle laisse. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi, en fait. C'est que aujourd'hui, le cancer, il fait toujours peur parce qu'il est toujours assimilé au mot mort dans l'inconscient collectif. Alors qu'aujourd'hui, on aura tendance à plus réussir à le soigner, en guérir, que le contraire, même s'il y a encore beaucoup trop de gens sur cette planète qui en décèdent. En attendant, la recherche avance et il y a de plus en plus de gens aussi qui en guérissent, et il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, pour moi, rester acteur, en fait, et d'aider la recherche contre le cancer à mon petit niveau, c'est hyper important. Voilà, ça fait partie aussi de ma mission, j'ai l'impression. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas tout ça. Mais par contre, j'ai lancé une petite entreprise qui me permet de pouvoir faire des petits dons à la recherche, afin de pouvoir l'aider pour qu'un jour, elle finisse par trouver, quoi. Et donc ça, pareil, ça fait partie pour moi de mon chemin aussi sur la résilience. J'essaie pas de m'acheter une conscience ou quoi que ce soit, ou de me dire que grâce à ce geste, avec des fausses croyances, je resterai pour toujours en bonne santé. C'est pas du tout ça. C'est surtout que je sais pertinemment que personne n'est à l'abri, en fait. Et je ne souhaite à personne, et même à mon pire ennemi, de traverser ça, en vrai. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, d'avoir cheminé sur ce chemin-là, sur le chemin du cancer au départ, puis derrière de la résilience et puis de la reconstruction, ça m'a mené à pouvoir dire tout ça aujourd'hui. Parce que guérir d'un cancer, c'est une chose, et ensuite vivre avec les stigmates qui perdurent, c'est autre chose. On a toutes, et c'est pour ça que je nous appelle les sœurs de combat, parce qu'en fait, quand on est passé par là, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Et parce qu'on sait ce qu'on a traversé, on sait les interrogations des fois qu'on peut avoir le matin quand on se lève avec une douleur qu'on n'avait pas la veille, on se dit qu'est-ce que c'est, en se disant arrête de penser à mal, tu deviens folle. Non, en fait, on est tous pareils, et c'est humain et c'est normal. Il faut juste l'accepter et l'accueillir du mieux possible quand ça se présente, et puis quand il y a des doutes, de consulter. C'est pas être hypocondriaque que d'être acteur de sa santé. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce sommet avec vous pour pouvoir parler de tout ça, et pour pouvoir parler de ce cheminement qui existe et qui est finalement ouvert à tout le monde qui veut bien cheminer là-dessus aussi, quoi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'introspection, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai aussi suivi pendant longtemps une thérapie, parce que j'ai été très en colère, légitimement, de tout ça, de me dire qu'à 27 ans, le cancer, il se présentait dans ma vie, et que du coup, il allait la transformer à tout jamais, en peut-être m'obligeant à faire des croix sur certaines choses qui étaient importantes pour moi dans la vie, comme quand on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, par exemple. Et finalement, la vie m'a apporté un enfant spontanément. Et voilà. Donc, c'est encore une fois le fait que la médecine soit une science qui n'est pas encore tout à fait exacte, laisse encore des parts de belles surprises. Et c'est ce qui fait en fait la beauté de la vie. Et ça, il faut se le rappeler. Et quand on est dans la bataille, c'est dur de se le dire. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire aujourd'hui. C'est que la vie, elle est capable du pire comme du meilleur. Et c'est ce qui fait la beauté de cette vie, en fait. C'est les montagnes russes émotionnelles qu'elle vous procure tous les jours et pendant de nombreuses années. Si
si possible. Toujours pareil, on ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et c'est pas facile d'être en paix avec ça et encore moins, c'est ce qui est difficile pour l'être humain, c'est qu'il accepte que du moment où il naît, un jour, il va mourir, en vrai. Et ça, c'est difficile parce que, enfin, moi, la première, hein, à 27 ans, je pensais que j'étais invincible. Et, et je pense qu'à tout âge, en vrai, on pense qu'on est invincible et que ça n'arrive qu'aux autres. Sauf que non. Quand on vous dit que vous pouvez traverser la rue et vous faire écraser, que la vie peut basculer du jour au lendemain, en Mmh. fait, c'est vrai et c'est Mmh. palpable. Encore il y a hier ou avant-hier, ce tremblement de terre en Turquie, qui aurait pu le prédire? Des gens tranquilles chez eux, enfin voilà. Mmh. Mais après c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter, et aussi pas facile de vivre avec. Alors moi, j'avais fait la paix avec tout ça et j'avais fait la paix avec la mort, avec, cette histoire de cancer, où j'ai eu très, très peur de mourir très jeune et en cheminant, j'ai réussi à faire la paix et à comprendre plein de choses par rapport à ça. Seulement aujourd'hui, je suis devenue maman et du coup, ça m'a remis dans une autre position et il va falloir que je rechemine pour refaire la paix avec tout ça. Parce qu'ensuite, quand, on donne la vie, les choses changent et on vit, enfin aujourd'hui voilà, je vis je vis aussi beaucoup pour mon bébé qui est dépendant de sa maman, qui a besoin d'un hôte, les premières années de sa vie pour, survivre dans ce monde et j'aimerais être là le plus longtemps possible pour pouvoir l'aider, le plus longtemps possible à s'élever et à devenir une personne, comme l'a fait ma propre mère et j'ai de la chance d'avoir une maman qui est toujours là, à mes côtés et qui continue de m'aider tous les jours et d'être mon soleil qui me guide. Donc, j'aimerais être pareil pour ma fille. Donc tout ça, en fait, j'ai l'impression que toute sa vie, en vrai, et tout ce qu'on traverse, toutes les expériences que l'on vit, toute sa vie, on chemine. Et je suis bien contente d'ailleurs, parce que sinon, si un jour on arrêtait de cheminer et on arrêtait de découvrir des choses et de se découvrir, bah, ça deviendrait vachement ennuyeux, quoi. Mmh. Donc voilà, la vie, c'est fait de plein d'expériences qui sont bonnes et moins bonnes et j'avoue que j'aurais vraiment aimé que ça se passe autrement pour moi et de pouvoir cheminer différemment autre qu'en traversant une maladie grave. Mais c'était mon histoire et aujourd'hui, j'ai la chance qu'on me fasse confiance, comme aujourd'hui vous me faites confiance à travers ce sommet, pour en parler, pour libérer la parole là-dessus, qu'on m'a donné la chance aussi de le mettre par écrit, de le mettre dans un livre. J'ai eu la chance d'entreprendre et de pouvoir continuer d'être une sœur de combat pour toutes celles qui rentrent dans des batailles. Et comme je dis souvent, sœur de combat un jour, sœur pour Heure de toujours. combat toujours. C'est ça. Donc voilà, pour l'histoire dans les grandes lignes, sans rentrer vraiment dans les détails de mon histoire parce que voilà, j'étais pas, je voulais pas parler que de mon cancer. Je pars du postulat que quand on a traversé ça ou quand on le vit, on n'a pas forcément besoin ou envie d'entendre les états d'âme d'une personne qui passe par là, mais plus de ce qu'elle en a retiré. Et moi, je sais Mmh. que quand j'étais en traitement, j'adorais rencontrer des gens qui étaient dans l'après parce que ça me tirait vers le haut et je me disais un jour ce sera moi, un jour je serai à leur place et ça me faisait trop du bien de m'imaginer dans l'après en fait et de voir vraiment beaucoup plus loin que tout ce que j'étais en train de traverser, de toute cette modification physique, psychologique qui était en train de s'opérer en moi, quoi, et qui n'ont pas été tous les jours faciles à gérer. Merci beaucoup, Julie, Avec pour plaisir. pour tous ces partages et on a vraiment, beaucoup, beaucoup de points en commun. Énormément et merci pour cette leçon d'humilité, d'humanité, de sagesse, de résilience
de paix et puis, de cœur, tout simplement. Et merci, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi et je sais pas si, enfin, j'espère que, voilà, j'aurais pas dit de bêtises plus grosses que moi-même, mais je prépare, tu sais, je prépare jamais mes interventions parce que Mmh. je veux parler, en fait, en fonction du moment et avec mon cœur, comme tu l'as dit. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de livrer ce message-là, au niveau de mon intervention, de ce chemin, en fait, que rien n'est figé Mmh. et et qu'il y a un autre message qui est important, c'est: «Tout passe, rien ne reste». Et souvent quand je traverse des moments difficiles, c'est ce que je me dis: «Tout passe, rien ne reste, tout passe, rien ne reste», et ça s'avère être vrai. Donc Ouais, oui. je te remercie, voilà, de m'avoir laissé carte blanche sur ce sommet et sur ce que je pouvais dire, moi, en tant qu'être humain sur cette planète qui a traversé, bah, un cancer pendant 18 mois, et les leçons que j'ai pu en tirer maintenant 8 ans après. Quel chemin j'ai pu prendre et qu'est-ce que ça a laissé, en fait, en moi comme trace. Je pense qu'aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui traversent des épreuves, parce qu'en vrai, dans la vie, on a tous des combats à mener. Mmh. Je pense sincèrement qu'en fait, la vie, elle nous envoie tous, malheureusement, des épreuves, et que du mieux possible, on est tous capables, bah, de devenir avec ça les meilleures versions de soi-même. Meilleur humain, Et moi, effectivement. exactement. C'est ce que j'ai eu l'impression que toute cette histoire a fait en moi, c'est que Mmh. j'ai l'impression d'être quand même un meilleur humain que ce que j'étais. Parce que j'ai eu des prises de conscience après tout ça, que peut-être je n'aurais jamais eu si j'étais pas passée par un combat ou une épreuve dans la vie. Donc et que ce soit, tu vois, d'un point de vue, entrepreneurial ou humain, que ce soit, par rapport à des valeurs et des engagements, qui soient sociétales, environnementales, solidaires, toutes ces notions-là qu'aujourd'hui beaucoup de gens emploient, à tour de bras et sans forcément prendre acte des mots, comme le mot bienveillance Mmh. qui est utilisé, mais je sais pas, À toutes les sauces et puis qui est à toutes galvaudé. les Mmh. exactement, qui est galvaudé et qui est utilisé à toutes les sauces et qui pourtant est un mot si fort. Mmh. Et hem et moi ça, tu vois, je fais très attention maintenant au poids des mots. Au poids des mots que j'emploie. Et après je suis pas non plus parfaite, je suis pas devenue quelqu'un de parfait pour autant, encore heureux, parce que voilà, hein, l'être humain n'est pas parfait, ça se saurait. Et encore aujourd'hui, même quand, je dois donner des conseils, je fais attention aux mots que j'emploie, et encore aujourd'hui, je peux être maladroite. Donc, juste de se dire que on est des êtres humains, que l'erreur est humaine, mais que le pardon est toujours possible aussi, et que rien n'est irréparable. Et il y a une phrase que j'emprunte à un homme que j'admire énormément, peut-être que tu le connais, s'appelle Philippe Croison. Il a un parcours de résilience assez incroyable. Ce monsieur a eu un accident de la vie qui fait qu'il a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes, et il a traversé d'énormes dépressions. Il a essayé de se suicider plusieurs fois, parce que, ben voilà, il avait besoin de quelqu'un tout le temps pour faire tout, même aller aux toilettes, tu vois? Enfin, c'est le genre de truc, ça devient vraiment compliqué, quoi. Tu étais dans la force de l'âge et d'un coup, bah, tu deviens, dépendant de quelqu'un tout le temps. Et cet homme a traversé la Manche à la nage, et il a rallié 7 continents aussi à la nage, sans bras et sans jambes. Et ce mec, quand je l'ai vu en conférence, en fait, et il force le respect parce que moi, mon mari est kiné, donc souvent, il m'a expliqué qu'il est arrivé sur scène avec des prothèses de jambes. Donc, il est arrivé en marchant sur scène, il avait 2 prothèses de jambes, et il a tenu une conférence de 2 heures sur ses prothèses de jambes, à savoir que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux de tenir debout comme ça, stoïque, avec des prothèses de jambes. Et quand ce mec te dit: «L'impossible n'existe pas, parce que Mmh. dans impossible, il y a possible», Possible. Mmh. et pour moi, ça résonne parce qu'encore une fois, le poids des mots et la façon de voir le verre aussi à moitié plein. Mmh. Toujours. Et toujours, exactement.
Et c'est ça, tu vois, dans ce sommet que j'aimerais essayer d'expliquer et que j'aimerais qu'on retienne, c'est que des épreuves, on en aura toujours. Et je sais que demain, j'en aurai d'autres. Et tous les jours, hein, j'ai des problèmes et je gère des problèmes, tout ça. Mais par contre, cette histoire, elle m'aura appris une chose, c'est à pivoter et à essayer de toujours voir ce verre à moitié plein en me servant de ces épreuves pour en faire autre chose ou pour en faire une force ou pour faire mieux. Et ça, c'est vraiment ce qui me motive dans les épreuves aujourd'hui, Mmh. c'est de me dire, OK, il m'arrive ça, ben en fait, qu'est-ce que je peux faire avec? Et généralement, ça débouche toujours sur quelque chose de cool. Oui, parce Donc, que il y a toujours des cadeaux, hein. Enfin, moi, tout ce que à je fait. dis souvent, c'est que, voilà, tous les jours, on a un petit pot de merde, et qu'on peut transformer en pot de miel Oui, ou, tout à voilà, fait. ou l'inverse. Donc c'est Ou l'histoire du verre l'inverse. à moitié plein ou à moitié vide, effectivement, Ouais. que la vie, c'est mouvement. Donc ça, tu l'as dit aussi. Enfin voilà, Ouais. il y a vraiment, On je te reste rejoins sur maître de nombreux points, vraiment. on reste maître de sa vie aussi, tu vois? J'ai eu des amis qui se plaignaient, tout ça, à qui je disais: «Tu sais, mais si ça te convient pas, tu peux changer». Et on me Mmh. regardait en mode: «Mais comment tu peux dire ça? Tu es folle, tu connais pas les engagements et tout de ce changement». Ben en fait, tout simplement, tu peux changer parce que tu as la santé. Et en fait, tant qu'on a la santé, les seules barrières qui existent, c'est nous-mêmes qu'on se les met. Mmh. Parce que je pense que notre trésor le plus précieux qu'on a chaque être humain, c'est la santé. C'est Parce la qu'avec santé. elle, tu peux Mmh. tout faire et tu peux avoir tout, absolument tout, mais si tu n'as plus la santé, tu n'as plus rien. Ouais, mais ça, le Ah! cancer nous met face à ça et effectivement, c'est une belle Ouais. leçon aussi, en ça que l'épreuve nous donne. Après encore une fois, c'est ma vision à travers mon prisme, Mmh. à travers mon épreuve. Mon épreuve, ça a été un cancer. Je n'ai pas perdu quelqu'un de cher, je n'ai pas enfin voilà, je pense qu'il y aurait peut-être plein d'autres chemins de la résilience, plein d'autres, chemins de vie à travers chaque épreuve en vrai. Et comme encore une fois, chaque être humain est différent, ben, on aura chacun notre interprétation. Et moi aujourd'hui, c'est celle-là et c'est celle qui aujourd'hui fait que je suis debout et que je passe des très bonnes journées. Merci beaucoup Julie et Avec grand plaisir, merci à toi. et à bientôt. Oui, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et puis on reste en contact et bravo à toi pour ce que tu as entrepris, tu peux vraiment être très, très fière. C'est vraiment génial. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens surtout. Bah, merci beaucoup, Merci. merci à toi Julie. Je te dis à très bientôt. À bientôt, on vous Salut. embrasse.